le problème énorme que c'est. Mais maintenant, tous ces gens, ils vont dans des logements, j'en ai visité encore l'année dernière quand je suis allé voir, c'est absolument extraordinaire, on leur construit de beaux appartements, même très écologiques, avec tout un approvisionnement, des cultures locales, il y a tous les petits services, des trucs très intéressants par exemple. Ils en ont marre aussi que le grand programme moderne, c'est que quand vous avez un frigo ou ou une machine à laver ou un ordinateur qui tombe en panne, qu'est-ce qu'on vous dit au magasin? Il faut racheter un autre. Et non, il a juste un tout petit truc. Souvent même, d'ailleurs, c'est une petite panne qui a été provoquée par le fabricant, c'est obligé de le remplacer. Donc là, dans ces quartiers que j'ai visités, ils ont installé des ateliers de réparation qui ont, quand il y a moyen, on vous répare vos trucs. C'est écologique, il y en a marre de gaspiller toutes ces matières premières, et deux, ça vous coûte beaucoup moins cher, et trois, ça donne du travail aux gens. Donc, c'est vraiment une bonne solution. Sauf pour les multinationales, dont l'obsession est de vendre, et de vous obliger à racheter plein de trucs, alors que les trucs précédents auraient pu encore avoir une longue vie. Donc voilà toute une discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole, ou des autres matières premières, au service de qui on fait tourner l'économie. Il y a encore une dimension que je voudrais ajouter, c'est que Chavez n'a pas seulement travaillé pour le Venezuela, mais aussi pour l'ensemble de l'Amérique latine. Il a été extrêmement conscient, on ne va pas s'en sortir tout seul, c'est l'ensemble de l'Amérique latine qui va se sauver ou mourir. Et donc, il a, dès le début, travaillé à établir des relations, même dans des pays où les gouvernements n'étaient pas très à gauche, mais après ça a commencé à évoluer. Et donc, il a créé plusieurs mécanismes. Il y en a un, c'est pas lui qui l'a créé, mais il a beaucoup travaillé à le renforcer, c'est Mercosur, donc un marché commun d'Amérique latine, où les pays commencent à faire des échanges, à établir des règles, pour favoriser les échanges entre eux. C'est très important. Quand l'Espagne a colonisé l'Amérique latine, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle interdisait à tous les colonies d'Amérique latine de commercer entre elles. Tout devait partir vers l'Espagne. Et là, c'était la manière de garder tous les pays dépendants. Chaque pays exportait une matière première vers l'Espagne, donc il était doublement dépendant, il avait une matière, un client. Et là, l'idée, au contraire, c'est de développer des échanges partout. Il y a d'autres Mercosur. Il y a une autre initiative qui n'est pas commerciale, qui est vraiment humanitaire, c'est l'ALBA. L'ALBA, c'est l'alliance entre une série de pays d'Amérique latine, le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua, Cuba, enfin un ou deux autres, je pense. Et cette initiative-là, c'est, voilà, on a de l'argent, surtout le Venezuela, mais un peu les autres pays. On va le mettre dans des programmes sociaux. On va aider, par exemple, avec l'argent du pétrole, Chavez a aussi développé le réseau électrique au Nicaragua, et maintenant il n'y a plus de panne d'électricité alors que ça a empoisonné la vie des gens. On fait des campagnes d'alphabétisation, on aide à créer des médecins dans tel ou tel pays, ou des ingénieurs agronomes, ou des choses comme ça. Donc tous des projets qui ne sont pas commerciaux, c'est-à-dire qu'on ne vend pas, mais on utilise l'argent pour aider, ou on fait du troc. Par exemple, j'ai dit, il n'y a plus beaucoup de paysannerie au Venezuela. En Argentine, ils sont très forts pour le bétail et la viande. Eh bien, le pétrole de l'un contre le bétail de l'autre. Et toute une série de choses comme ça, des échanges, qui permettent aussi de diminuer la corruption et les pots de service. Donc il y a ça, il y a l'ALBA, il y a UNASUR aussi, c'est-à-dire qu'on a fait un coup d'État contre Chavez. On en a fait un aussi contre Correa, et un peu avant, on en avait fait un contre Evo Morales. Les provinces où se trouve essentiellement le gaz ont proclamé la sécession au nom de l'intérêt de leur province, mais en fait c'était essentiellement des Blancs qui contrôlaient cette région, y compris des anciens émigrés nazis ou des Ustachis croates, des choses comme ça, qui ont donc essayé de faire sécession pour contrôler le gaz. Il y a eu un coup d'État. Les États-Unis, évidemment, étaient derrière. Et les pays d'Amérique latine ont réagi tout de suite, tous, en disant le coup d'État ne sera jamais reconnu et on va vous boycotter. Et comme la Bolivie, elle n'a pas de côte, ils étaient évidemment pas, ils étaient directement coincés. Donc, vous voyez qu'il y a une série de mécanismes qui se sont développés en Amérique latine pour développer la solidarité, les échanges, et quand Bush s'est amené dans des réunions de pays d'Amérique latine,
Avant, c'est lui qui faisait la loi. Il venait, tout le monde à genoux, il imposait, etc. Et là, la dernière fois, il est venu, et tout le monde a dit ok, cause toujours, et puis il est parti, et il a dit bon, maintenant le travail commence, on va discuter entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Et Obama aussi, en Amérique latine, ils ne savent vraiment pas comment s'y prendre. Cette chose-là est très importante parce qu'elle montre qu'on peut gagner, elle montre qu'on peut rendre l'espoir à une population, elle montre qu'il est possible de développer des alliances régionales et une coopération, une solidarité régionale pour construire ce que les États-Unis ne veulent pas du tout, des ensembles régionaux qui sont forts, parce qu'évidemment ils peuvent leur résister, et elle montre qu'on peut changer le rapport de force, qu'il est possible vraiment l'empire des États-Unis, c'est quand même pas rien, mais voilà, les 300 millions de latino-américains ont réussi à changer le rapport de force très fort. Je ne dis pas que c'est gagné pour toujours, loin de là. Avec les problèmes que j'ai dit au Venezuela, les erreurs commises aussi, la pression énorme, il y a énormément des valises de dollars qui s'amènent pour corrompre des gens. Ça j'en ai pour ceux qui sont intéressés, on avait édité un bouquin qui s'appelle Code Chavez, CIA contre Venezuela, d'une avocate des États-Unis qui avait été sortir tous les rapports, les a obtenus, parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui oblige maintenant à livrer certains documents, et donc elle a montré que c'est la CIA qui était derrière et qui avait financé tout ce coup d'État contre Chavez. C'est très très intéressant, comme au Chili, mais là on a les preuves tout de suite. Et donc, il reste évidemment sous une énorme pression, avec toutes ces tentatives d'ingérence, de corruption, tout cet espionnage, mais je pense que, oui, l'Amérique latine vraiment a introduit un grand changement dans les rapports de force au niveau mondial, et je pense que j'avais prévu de parler sur les médias aussi, mais je crois que ça on va le laisser éventuellement pour tout à l'heure, après éventuellement un premier échange et une discussion pour ne pas tout mélanger. Je pense, pour résumer, que avec ce que j'ai expliqué sur l'expérience de Chavez, avec cette façon de consacrer l'argent du pétrole aux besoins fondamentaux de la population, éducation, santé, alimentation, travail, avec cette façon de mobiliser la population pour ce qu'on appelle une démocratie participative, c'est-à-dire pas simplement voter, mais surtout discuter, contrôler, intervenir, débattre, se former. Je crois qu'on arrive à, même face à des puissances aussi énormes que les multinationales pétrolières, on arrive à changer le rapport de force, et on arrive à rendre l'espoir à toute une population. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas simple, ce n'est pas gagné, mais l'espoir est revenu, et on voit vraiment qu'il y a moyen de gagner, même contre un ennemi très fort. Donc je crois que ça c'est une très très belle expérience. Si on en tire que ça implique des dirigeants honnêtes qui présentent un programme de défense des intérêts de la population, sans concession, sans compromis, et qui décident d'appliquer honnêtement ce programme et surtout de mobiliser leur population pour créer un rapport de force, je pense qu'à ce moment-là, se battre pour un autre monde, pour un monde meilleur, c'est possible. Je vous remercie. Merci Michel Colomb pour cet exposé très riche, vivant, qui nous a rapprochés de l'expérience vénézuélienne. Et avant d'ouvrir le débat, je voudrais vous relever quelques points qui me paraissent extrêmement importants dans cette conférence, parce que naturellement elle nous interpelle, nous Algériens, sur beaucoup de questions, sur beaucoup de thèmes. On croit même voir certains côtés de notre expérience passée, ou peut-être préfigurer ce qui pourrait être le futur plus ou moins proche, mais comme une épure ressort, disons, la personnalité de Chavez, et là, puisque Michel Colomb a dit qu'il n'avait pas abordé le problème des médias,
Mais là, il saute complètement aux yeux. Nous, le Venezuela, si on ne va pas chercher, si on ne fait pas un effort pour comprendre qu'est-ce qui se passe au Venezuela, ou Chavez, il en reste des images caricaturales. Un pays ravagé par la corruption et la violence, n'est-ce pas, la criminalité, et un personnage loufoque, fantasque, populiste, n'est-ce pas? Voilà. Et ça se résume un petit peu à ça. C'est dire tout ce qu'il faut faire, hein, comment ramer complètement à contre-courant pour rendre compte d'une expérience dont le mérite extraordinaire, c'est qu'elle s'est déroulée et elle se déroule toujours dans une phase de reflux mondial, parce qu'il faut bien le dire, si on accepte la région de l'Amérique latine, c'est quand même une phase de gigantesque reflux mondial des forces révolutionnaires, et donc c'est dire tout le mérite, toute l'importance de cette expérience et comment Michel Colomb a réussi à la rendre. Je ne vais pas accaparer la parole, mais je ne peux pas m'empêcher de relever un certain nombre de questions que je voudrais en même temps livrer à Michel Colomb et à vous. Mais il y a le mécanisme d'entrée dans le sous-développement qui est bien démonté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, accourt une idée pratiquement dominante, écrasante, que si on est dans le sous-développement, c'est que c'est de notre faute, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Rappelez que comment se sont fabriqués ces mécanismes qui ont plongé toute cette partie du sud de l'humanité dans le sous-développement jusqu'à aujourd'hui, depuis le 15e et le 16e siècle, c'est pas, naturellement, c'est pas quelque chose qui est inopportun, bien au contraire. Mais il y a aussi une grande question, bien sûr les réalisations impressionnantes du Venezuela sous Chavez, tout le gap qu'il a, mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. On est de nouveau face à une question qui nous continue à nous tenailler, c'est celle auxquelles sont confrontées pratiquement toutes les expériences progressistes et révolutionnaires quand elles partent de terrains, on va dire, retardataires, n'est-ce pas? Depuis la Russie soviétique, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, à part quelques rares exceptions, n'est-ce pas, on n'a que des questions de saut colonial, un saut du capitalisme colonial dans un système tout à fait radicalement nouveau qui a en plus l'ambition de rompre, de marcher sur des terres neuves, etc. Et cette compréhension, c'est-à-dire si on part pas de cette compréhension, de la dialectique des difficultés, du flot de difficultés et surtout des problèmes inédits auxquels on est confronté, on risque de ne pas voir justement tout ce message d'espoir, tout ce potentiel extraordinaire d'espoir que recèle cette expérience et qui a été si bien rendue par Michel Colomb. Voilà, merci. Maintenant, le débat est ouvert et à ceux qui veulent bien poser des questions. Michel. Je vous propose de prendre peut-être 3, 4, 5, je ne sais pas, questions sur Chavez et le Venezuela. Et après, j'aurais envie aussi de pouvoir intervenir sur la question de la guerre de l'information, comment fonctionnent les médias, et surtout, que pouvons-nous faire, et qu'est-ce que je vous appelle à faire, parce que, on a dit qu'on avait donc un site et une newsletter, on est une toute petite structure, ça vous devez le savoir, et donc on aura besoin de votre aide sur tous les plans. Ceux qui ne sont pas, qui ne reçoivent pas nos articles qu'on diffuse par internet, c'est gratuit. Vous pouvez inscrire votre adresse mail en majuscule ici, en majuscule pour éviter les erreurs, mais seulement ceux qui ne la reçoivent pas déjà. Ça vous permettra de le recevoir, de le diffuser autour de vous et aussi de nous envoyer à nous vos suggestions et vos propositions, parce que, comme je le dirai tout à l'heure, je pense que nous avons aussi beaucoup besoin de l'expérience et des témoignages d'Algérie. Alors voilà, question. L'Amérique latine, oui. Il ne faut pas. Attends, on va refaire le silence et parlez bien.
le Venezuela était à l'aube d'un renouveau, pourra-t-il s'inscrire dans la continuité du Chavez? Je vais répéter la question. Est-ce que le Venezuela est à l'aube d'un renouveau ou est-ce qu'il va tomber dans la continuité du chavisme? Donc comment ça va continuer après la mort de Chavez? D'accord. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas gagné. Effectivement, parce que quand on se rappelle les élections pour succéder à Chavez, celui qui lui a succédé, il a fallu rencontrer les voix parce que l'opposition a vraiment Oui, il a gagné. à cette élection. Oui. Et j'ai entendu, enfin, je ne sais pas si c'est bon, mais paraît-il que le front qui était en opposition à Chavez, dans ce front, il y avait même les communistes qui n'étaient pas tellement d'accord avec toutes les réalisations, etc. Alors, je ne sais pas, c'est dans l'air que j'ai vu de telles affirmations. Alors, je voudrais bien une clarification. Bien, ici, on a entendu la question ou je la répéterai de toute façon? Oui. Donc déjà, sous Chavez s'appuyait sur une organisation de masse qui s'appelait le Parti Socialiste Unifié Vénézuélien, où c'était un parti multitendanciel, sous Chavez. Et il y a une forte tendance interne qui a tendance bureaucratique, ou ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, qui joue un rôle très très néfaste. La question. Oui, je vais y aller. Est-ce que cette organisation de masse-là pourra tenir alors qu'elle est déjà menacée par les propriétaires terriens qui sont financés et peut-être même armés par les États-Unis? Vous avez dit vous-même qu'il y a eu des manœuvres de l'OTAN au large du Venezuela. Et est-ce qu'il y a eu vraiment une construction dans les milieux prolétariens pour les préparer à résister, voire à imposer véritablement l'édification du socialisme, ce qui n'a pas été le cas au Venezuela? Je rappelle juste que 45% des importations vénézuéliennes viennent des États-Unis. Ils ont un genou à terre par rapport à l'impérialisme au Venezuela. Et il y a le problème aussi de la criminalité qui se pose fortement au Venezuela et qui fait beaucoup de ravages, c'est-à-dire la ghettoisation du Venezuela, surtout à travers les problèmes de la drogue. Ok, voilà, déjà 4 questions. Oui. Je commence par la mort de Chavez. Est-ce une forme de coup d'État, une liquidation? Je ne sais pas, puisque vous avez fait. Hein. La deuxième question, c'est par rapport au pétrole et au gaz, qui sont des richesses convoitées et le nerf de toutes les guerres. Ben, même pour nous en Algérie, je pense que la découverte du pétrole en 1956 a empêché à ce que l'Algérie soit indépendante et que la guerre se prolonge. Donc ma question, suivant le cas vénézuélien, il y a les multinationales. Et avec le Venezuela, on constate que la nationalisation des richesses pétrolières ne sont pas suffisantes. Que faut-il? La nationalisation n'est pas suffisante. N'est pas suffisante puisqu'on voit que la gestion des sociétés nationales vénézuéliennes n'a pas suffi, n'a pas empêché la corruption, le détournement et l'exploitation de la richesse par les forces que vous avez citées. Oui. Ok, on prend ça. Est-ce que sa mort a été provoquée? Je n'en sais rien, je n'ai pas les moyens de le savoir. Je sais que certains le pensent. Ma position là-dessus est: moralement, les États-Unis sont tout à fait capables d'assassiner des chefs d'État, ils l'ont déjà fait souvent. Est-ce que techniquement ils sont capables de provoquer un cancer? Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont fait? Je n'en ai pas les moyens. Qu'est-ce qui va arriver après Chavez? Mais forcément, le Venezuela, comme tous les pays, c'est une lutte. C'est une lutte entre le 1% et les 99%. La question c'est: quel programme vous proposez aux 99% et aussi quelle forme d'organisation et de mobilisation vous avez pour maintenir le souffle révolutionnaire, pour obtenir des vrais résultats, pour mettre en échec la bureaucratie et la corruption. Si vous n'arrivez pas à faire ça, effectivement vous avez un problème et c'est ça qui explique un peu que Maduro a gagné avec quasiment 1% d'écart. C'était une déception. Il y avait des circonstances locales que Maduro n'a pas fait une très bonne campagne, que c'est pas un orateur comme Chavez, mais bon, ça ne suffit pas.
Il y avait que la campagne de l'autre a été très bien faite, très intelligemment, il a tous les conseillers en marketing et en communication. Et vous avez même au Venezuela, vous avez les chavistes, vous avez les anti-chavistes, et vous avez des gens au milieu qui étaient ralliés parce que Chavez a un charisme, un prestige, c'est un discoureur extraordinaire, ça joue dans une élection. Donc voilà. Mais après la question fondamentale, c'est est-ce que Maduro va pouvoir résoudre les problèmes qui se posent pour que les réalisations se fassent vraiment, que ça ne soit pas à 60% des projets bloqués, mais moins et de moins en moins. Alors, au niveau des problèmes que ça pose, quand vous dites les États-Unis continuent à fournir 45% des importations du Venezuela. Avant, c'était 70%. Il y a maintenant des importations qui viennent d'ailleurs. Il y a un rééquilibrage. Dire que le socialisme tout de suite, complètement, c'est la solution au Venezuela et que c'est simple, je pense qu'il faut très fort se méfier des solutions très simples. Je pense que il n'est pas possible du jour au lendemain de dire le Venezuela n'importe plus. Vous avez toute une structure en face de vous. Les gens qui ont reçu du pouvoir d'achat de Chavez sont habitués à consommer. Après, il y a un phénomène déplaisant à Caracas comme ailleurs, c'est que vous avez des centres commerciaux qui poussent comme des champignons, avec des intérêts étrangers, et des gens qui défilent là, et évidemment, toute la télévision qui reste largement privée, toute la publicité, développe le modèle, être quelqu'un de bien, c'est avoir des Nike et des Adidas, et le dernier téléphone à la mode, et cette bagnole-ci, et des trucs comme ça. Donc, vous ne pouvez pas changer les mentalités en 10 ans, et c'est pas facile. Alors, je pense que par rapport à l'importation, la solution, c'est ce que Chavez disait, nous devons semer le pétrole, nous devons semer l'argent du pétrole dans le développement d'une vraie économie. Donc il y a énormément de budgets qui sont alloués aux paysans, par exemple, pour retourner à la terre, recevoir des terres, avoir des semences, avoir des prêts gratuits, avoir aussi, vous avez par exemple des petits bus qui circulent dans toutes les... Tout le monde s'est inscrit? Si. Merci bien. Vous avez des petits bus qui circulent pour aller donner des cours techniques aux paysans sur les semences, les techniques, ceci, cela. Donc il y a une aide massive. Il y a une aide massive aussi pour faire des coopératives dans le tourisme, dans les services ou réindustrialiser. Mais c'est pas facile. Et donc, c'est pas facile non plus, même avec la population, avec un certain fatalisme, etc. Ou que quand vous développez des petites entreprises, il y a aussi des mentalités capitalistes qui viennent et on se bat les uns contre les autres. C'est pas quelque chose que vous pouvez créer rapidement. Je pense pas que les Vénézuéliens ou des pays du Sud doivent directement passer à ce qu'on appelle le socialisme, c'est-à-dire la nationalisation systématique des grands secteurs, de tous les grands secteurs économiques. Chavez a nationalisé beaucoup de secteurs clés, mais pour des raisons précises. Et après, il faut essayer aussi qu'il y ait un certain développement contrôlé du capitalisme pour permettre aux pays de décoller, de créer un autre type d'économie qui ne dépendent pas seulement du pétrole, et pour avoir un meilleur rapport de force par rapport aux États-Unis qui sont en face. Donc ça, c'est très facile à dire, comme je viens de le dire, c'est très difficile à réaliser dans la pratique, et garder l'équilibrage et le contrôle. Les problèmes sont réels, il ne faut pas non plus croire tous les médias occidentaux qui les dramatisent. Oui, il y a de la criminalité à Caracas, mais dans tous les pays d'Amérique latine. Il ne faut pas non plus l'exagérer. Il ne faut pas aller se promener dans n'importe quel quartier la nuit, mais en journée, tout comme aux États-Unis, partout, tranquille. Et ensuite, j'ai discuté avec Chavez sur cette histoire de la criminalité. J'en parle dans un chapitre du bouquin. Je lui ai dit, bon, si la criminalité, comme je le pense, elle est liée à la pauvreté, il y a moins de pauvres, ça va aller mieux.
Il m'a dit, premièrement, tu dois savoir qu'il y a énormément de criminalité dans les classes riches. Il y a la drogue et il y a plein de trucs. Donc, il n'y a pas que ça. Premier facteur. Deuxième facteur, il y a la mafia. Le Venezuela est à côté de la Colombie. Les mafias colombiennes liées à l'opposition, liées notamment à le dernier Capriles, lié au précédent, Radolski, le précédent candidat, lié à cet état-là de Zulia. Ils utilisent le Venezuela pour essayer d'écouler la drogue, et il y a dans des quartiers de Caracas, des énormes quartiers, des milices d'extrême droite liées à la Colombie qui contrôlent les gens et qui utilisent ce trafic et qui développent la criminalité à partir de là. Et c'est pas facile de les éradiquer, surtout quand il y a un ancien système de police, quand il y a de la corruption dans la police. Il faut le faire, mais ça prend du temps. Je pense, pour terminer un peu sur les autres questions qu'il y a eu et qui sont intéressantes aussi, on a demandé, il y avait aussi dans l'Alliance contre Chavez des communistes. En fait, non. Le Parti communiste du Venezuela, qui est un parti qui a PCV, qui est un parti qui a une très vieille tradition, il remonte aux années 20, il a participé à des luttes très importantes à certaines époques de l'histoire. Je les ai rencontrés, ils sont quand je les ai rencontrés il y a quelques années, ils étaient relativement petits, ils gardaient le drapeau, mais le rapport de force n'était pas évident, ils avaient beaucoup de mal surtout avec la liquidation par les capitalistes des grandes usines au Venezuela. Mais leur politique, à mon avis, a été assez bonne. Ils ont soutenu dès le début Chavez à fond, ils ont mobilisé pour lui, ils appellent à voter chaque fois pour lui. Ils ont refusé de dissoudre le parti en disant on a un message précis, on veut rester avec notre message. D'autant plus que la conception de Chavez sur le parti, effectivement, si vous voulez faire une révolution, vous avez besoin d'une organisation, mais là, sa conception était un peu floue, on va dire. À un moment donné, il y avait quelque chose comme 26-27 millions d'habitants au Venezuela, et à un moment donné, Chavez a dit, il y a 10 millions de gens qui votent pour moi, il faut créer un parti avec 4 ou 5 millions de membres. C'est un peu naïf, parce que vous ne pouvez pas attendre que comme ça, autant de gens soient prêts à avoir une vision claire de la société, à militer, ce qui implique des sacrifices. Donc c'est pas très réaliste. Il y a un parti comme ça, c'est un parti de gens qui prennent une carte, certains ils espèrent un peu des avantages aussi, c'est la mentalité, ça ne va pas être un parti de combat. Donc je pense qu'il faut faire une organisation plus petite mais beaucoup plus solide et résistante. Après par contre il faut avoir des larges fronts, tout le monde qui veut peut venir et c'est utile. Donc la conception là elle était floue. Ça explique aussi une faiblesse du chavisme, que les gens sont organisés, ils s'organisent, ils font plein de trucs, mais l'organisation du pouvoir et du contrôle démocratique n'est pas encore assez collective selon moi. Chavez c'était un militaire qui se voyait, donc il y avait une certaine manière de gouverner. Il savait aussi qu'il ne pouvait pas faire confiance à beaucoup de gens. Il a été trahi plein de fois, y compris dans le coup d'État, il y a beaucoup de morts. Donc, c'était pas, je ne vais pas dire que c'était un pouvoir personnel, mais il y avait énormément de choses qui passaient par lui. Trop d'ailleurs, ce qui ralentissait les processus. Donc, par contre, il est vrai que vous avez des gens qui se disent de gauche et qui ont été tout le temps avec l'opposition contre Chavez, au nom de trucs vraiment pas beaux. Premièrement, dans le mouvement syndical, il y avait une division épouvantable avec 5, 6, 7 tendances, et c'était vraiment, ils avaient été, sous le régime précédent, habitués à se remplir plein les poches. Donc c'est un syndicalisme jaune, un syndicalisme pourri. Et puis, évidemment, donc, beaucoup de chapelles qui se tiraient dans les pattes. Pas facile. Chavez, à un moment donné, a dit, ces syndicats, il y en a marre avec ces divisions, regroupez-vous tous dans un syndicat. On lui a dit non. Bon, c'est un dictateur, donc vous n'avez pas pu le faire. Donc, ça vous montre, il ne faut pas penser que les problèmes sont les problèmes de Chavez, c'est les problèmes de tout le peuple vénézuélien, de la classe ouvrière, des gens qui ont une conscience, et c'est des problèmes qui se posent et dont la solution appartient évidemment aux Vénézuéliens. Je pense qu'avec ça, j'ai répondu à presque toutes les questions, sauf une. La nationalisation du pétrole,
ça ne suffit pas, alors il faut faire quoi? D'un côté, la nationalisation, c'est une mesure indispensable, et au Venezuela, il y avait une fausse nationalisation, il est venu à une vraie nationalisation, et comme je vous l'ai dit, ça a changé. Une vraie nationalisation, avec un contrôle, avec une lutte contre la corruption, c'est l'État qui décide ce qu'on fait avec l'argent du pétrole et pas des intérêts privés, ça a permis de remettre plein d'argent et de changer la vie quotidienne des Vénézuéliens grâce aux programmes sociaux. Donc ça, c'est très nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut après, comme il dit, semer l'argent du pétrole, c'est le mettre dans un redéveloppement de l'économie et la création d'industries, de services, de tout un tissu économique pour faire, de toute façon on sait bien que le pétrole et le gaz ne seront pas éternels, et donc il faut en profiter dans ces années-là pour créer un vrai tissu économique. Maintenant, un, je ne suis pas économiste, deux, il y a toute une série d'expériences qui se mènent dans toute une série de pays, avec des leçons intéressantes, des réussites et des échecs. C'est un problème sur lequel j'ai un jeune qui travaille dans notre équipe à Bruxelles. Il fait des études et il veut se développer, il veut se former sur la science du développement, de quoi les pays du Sud ont besoin pour développer une agriculture, pour développer une économie locale. Et voilà, ce sont des choses qu'on ne va pas pouvoir résoudre là maintenant en 5 minutes, mais c'est effectivement un débat très très important. Je pense essayer de répondre ainsi aux premières questions que vous avez posées. Et j'aimerais bien ajouter alors, mais rapidement, que je ne veux pas abuser, mais je crois que si on dit ça, on dit simplement, bon, Chavez c'est très encourageant, ça nous donne de l'optimisme, c'est magnifique, mais on va faire quoi? Et là, comme on l'a dit, notre travail à nous, Investigation en Belgique, c'est essentiellement sur les médias, et ce que j'ai appelé les médias mensonges. Mon premier bouquin s'appelait Attention médias, et ensuite c'est toujours un thème dans tous les bouquins. Israël parlons-en par exemple, c'est un livre pour réfuter tous les médias mensonges sur Israël, qui est un problème énorme chez nous. Dès que vous critiquez Israël, vous êtes antisémite et presque un collabo d'Hitler et tout ça. Donc on raconte, à l'école on n'enseigne rien sur les Palestiniens, et dans les médias c'est épouvantable. Vous n'avez pas le droit de dire que le problème a commencé parce qu'Israël a chassé les Palestiniens de leur terre. C'est donc un problème colonial, qu'Israël mette une politique terroriste, et que si on veut respecter les principes de la démocratie, du droit et de la Charte des Nations Unies, les Palestiniens ont le droit de revenir sur leur terre. Il faut appliquer la démocratie sur cette terre, donc un homme, une voix, et les gens doivent décider et trouver des solutions entre eux, et on doit cesser de financer ce colonialisme. Donc tout ça dans les médias, c'est absolument impossible, et on se retrouve même étiqueté, diabolisé, traité d'extrême droite par des journaux comme Le Monde, comme Libération, et par les grandes télés d'Europe, etc. Donc on a un grand problème, et nous avons tous un problème, c'est que l'information, y compris sur les problèmes du Sud, elle est faite par les médias du Nord. Une série de choses que j'ai expliquées ici sur Chavez, dans les pays arabes et africains, qui le sait? Et qu'est-ce qui se passe au Congo? Qui est responsable de cette guerre? Qui en profite? En Amérique latine ou en Asie, qui le sait? Ce qui se passe dans les pays arabes, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière l'islamisme? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ces guerres? Qui veut empêcher les Arabes de s'unir et le monde musulman de devenir une force mondiale aussi? Qui le sait? Qui le comprend? Seulement les gens qui sont sur place, qui le vivent, qui le comprennent, ou qui ont fait un grand travail pour l'étudier, et qui ont le temps et les moyens pour l'étudier, ce qui évidemment n'est pas possible pour tout le monde. Donc, ce que je dis toujours, c'est que les injustices et les guerres reposent sur le mensonge et sur l'ignorance. Et ce n'est pas un hasard. Ça, je l'ai analysé dans ce premier bouquin, mais bon, c'est épuisé, mais il y a c'est aussi dans un bouquin Tout pouvoir confondu, État, capital et médias à l'ère de la mondialisation, par un universitaire belge, Geoffrey Goel. Il analyse là-dedans les liens très concrets dans les conseils d'administration, dans les actionnaires, dans les think tanks, entre les multinationales des États-Unis d'Europe, les politiciens, les services secrets et les représentants du monde des médias. Ça, c'est essentiel à comprendre, et donc moi, quand
je suis en débat avec un expert à la télé, enfin, ça arrive rarement, mais que je ne connais pas, je vais voir là-dedans, il y a un index, ah oui, ça va, il est financé par la Fondation Ford, ou par ceci, ou par cela, il a fait ça avant, ça va, j'ai compris à qui j'ai affaire, j'ai sa fiche. Et donc, quand vous voyez tous ces opposants syriens qui vous sont présentés, c'est tous made in USA, hein? Oui. Et en Libye, c'est la même chose. Et je ne vais pas intervenir et m'ingérer dans les affaires algériennes, mais vous en avez peut-être. Donc, il y a intérêt à savoir. Et je pense qu'on a un énorme travail à faire, vous ici, nous là-bas, et surtout ensemble, pour démasquer les imposteurs, pour démasquer les agents, pour démasquer ce que je n'hésite pas à appeler des prostituées intellectuelles, médiatiques, politiques, qui sont en fait des agents, et c'est très très important. Je vais vous lire une courte citation d'une préface que j'ai écrite à ce livre sur la CIA, et en fait ça se passe en Irlande, petit flashback, en 1970. En Irlande, on a une grande révolte de l'IRA contre l'occupant colonial britannique. Et comme les Britanniques n'en sortent pas, ils envoient à Belfast, Irlande du Nord, le Major Kitson, qui a fait ses preuves pour mater des rébellions en Malaisie, au Kenya et à Chypre dans les années 60. Et donc c'est un major qui reçoit les pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre en Irlande du Nord. Merci. Kitson, il a écrit un bouquin, je n'ai jamais compris comment il a été publié, dans lequel il a fait ses confidences sur comment il faut faire dans ces situations-là. Et il a dit, la répression militaire et policière, ça ne sert à rien, vous ne pouvez pas gagner une guerre avec ça. Ce que vous devez faire, dit-il, enfin ça ne sert pas à rien, mais ça ne suffit pas, vous ne pouvez pas réussir si vous ne menez pas ce qu'il appelait une campagne pour gagner les cœurs et les esprits, la guerre psychologique stratégique. Ça c'est son concept clé dans ce bouquin. Qu'est-ce que ça recouvre? Eh bien, Kitson explique les méthodes qu'il a employées en Irlande et qu'il faut selon lui employer partout. Et vous allez voir en écoutant ça que les services secrets, à commencer par la CIA, ils ont appliqué et ils appliquent ça systématiquement dans tous les pays chauds. Méthode proposée par Kitson. 1. Former tous les cadres importants des ministères britanniques aux techniques de psyops, de manipulation psychologique de l'opinion. 2. Monter de pseudo-gangs qui vont recueillir des infos et surtout mener des coups qu'on attribuera à l'ennemi pour le discréditer. 3. Employer les forces spéciales, c'est-à-dire les SAS dans le cas de la Grande-Bretagne, pour réaliser des attentats et on dira aussi que ça c'est l'ennemi qui l'a fait. Comme ça on justifiera la répression. 4. Créer des diversions en provoquant par exemple une guerre de religion. 5. Fabriquer de faux documents, black propaganda, attribués à l'ennemi pour le discréditer. Et les Allemands ont fait ça contre la Yougoslavie avec un soi-disant plan fer à cheval, qui était soi-disant un plan d'encerclement et d'extermination, et qui était juste issu d'une photocopieuse à Berlin. 6. Infiltrer des agents ou recruter des traîtres au sein des organisations de l'adversaire pour provoquer des scissions et le discréditer. 7. Militariser l'info de la BBC et censurer totalement le point de vue adverse. 8. Filtrer l'info à destination de la presse internationale et s'y assurer des complicités. 9. Fournir des documents photographiques pour influencer l'opinion à travers les médias. 10. Utiliser des journalistes comme espions sur le terrain. 11. Utiliser la musique pour attirer des jeunes avec un message apparemment dépolitisé. 12 et dernier. Mettre en place et populariser de faux mouvements spontanés, présentés comme neutres et indépendants, et en réalité financés et télévisés par l'adversaire. Donc, vous avez là un manuel de la guerre psychologique et stratégique, et je pense qu'à gauche et dans beaucoup de pays, nous on est déjà honnêtes. Et à cause de ça, on est un peu bête. On pense que tout le monde est honnête et que tout le monde travaille honnêtement. Il est vraiment temps d'abandonner notre naïveté et de se rendre compte comment l'ennemi travaille. D'étudier comment l'ennemi travaille pour pouvoir comprendre quand on a en face de soi des gens ou un phénomène qu'on ne comprend pas très bien, étudier les méthodes de l'ennemi et les faire connaître.
ces trucs-là, nous devons absolument les populariser, les actualiser. Dans cette préface-là, il y a 8 ans, j'ai analysé les mouvements en Yougoslavie, au Venezuela et certains pays comme ça. Et c'est très sophistiqué et subtil, vous savez. En Yougoslavie, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme symbole du mouvement des jeunes qui réclamaient la fin de la Yougoslavie et tout ça? Le point dressé, hein. Hotspot, c'était ça le mouvement. Donc vous voyez, c'est très très malin. Ils ont un programme d'extrême droite, mais on prend tous les symboles progressistes de la gauche pour tromper. Ils ont des agents en communication, des experts, de la com, du marketing. Et dans tous les pays, vous avez comme ça des mouvements spontanés, avec un beau nom, facile à retenir, avec un chouette porte-parole, un jeune sympa, une fille très jolie, tout ça, et on passe le message, et c'est tout un truc fabriqué, et donc je pense qu'on a un énorme travail à faire ensemble pour contrer, et cette propagande-là, elle se retrouve pour les médias que moi je connais, Le Monde, Libération, Belgique, etc., on retrouve tout ça. Et les gens qu'ils interviewent, c'est tout le temps les mêmes. Ils viennent tout le temps de ces think tanks, ils sont tout le temps financés par les États-Unis, mais on ne vous le dit pas. Donc, il faut absolument qu'on mette sur pied un travail collectif pour démasquer ça. Pour rétablir l'information sur des expériences comme le Venezuela, sur les véritables causes de guerre comme le Congo, sur les véritables situations en Palestine, les expériences négatives et positives des autres peuples. C'est à nous à les faire connaître. Et ensuite, on doit démasquer, on doit étaler très clairement les méthodes de l'adversaire, comment on travaille l'information pour manipuler. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'injustice possible sans des mensonges. C'est vraiment la clé de tout. Mais quand on dit que c'est la guerre de l'information, ça veut dire que nous sommes très forts, hein, parce que maintenant, en plus, premièrement, nous sommes très forts, c'est vrai, nous n'avons pas d'argent, c'est un problème dramatique, mais nous avons les gens. Ça veut dire qu'on est capable, nous, de produire de l'information. On peut lire un bouquin et en faire un compte-rendu d'une page pour tout le monde. On peut, maintenant avec Internet, converser avec un Palestinien, avec un Vénézuélien, avec des gens de tel ou tel comité, et faire un petit message de quelques lignes, ou une page ou deux, et diffuser ça partout. Et donc nous, la newsletter là que vous allez recevoir, c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est ça qu'on vous demande aussi de faire. Des comptes rendus de bouquins, des témoignages, vous pouvez maintenant avec Skype même interviewer quelqu'un, etc. Donc, communiquer aussi les expériences de la résistance algérienne, qui sont très très intéressantes pour nous, les témoignages des luttes, les problèmes. Il faut absolument se dire que nous avons en main un pouvoir beaucoup plus grand que nous pensons. C'est l'adversaire qui essaye de faire croire que nous sommes faibles et impuissants. Et nous avons énormément, et particulièrement maintenant avec cette révolution de l'Internet, bon, je sais, eux peuvent aussi la manipuler, mais nous sommes beaucoup plus nombreux. Donc, et nous avons la vérité pour nous. Et nous pouvons éduquer les gens en disant, quand on vous balance des bobards, etc., de vérifier. On peut donner des méthodes, voilà comment vérifier, voilà comment tester les infos. Et donc, comme on a la vérité, comme on a une connaissance des problèmes réels, on peut vraiment gagner la bataille de l'information. Il ne faut pas croire que... Je vous ai donné un exemple sur le Venezuela où on a gagné la bataille de l'information. Je vais en donner un autre. Pardon? Alors Thierry aussi. Je vais donner encore un exemple avec la France. Il y a quelques années, l'Europe, l'Union européenne, veut imposer une nouvelle constitution européenne qui est absolument dégueulasse. Elle est antisociale, elle attaque tous les acquis sociaux des travailleurs européens, elle est antidémocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. C'est vraiment une constitution horrible. Que font les partis politiques et tous les médias français? Oh, il faut voter cette constitution, c'est bien, on va former une grande Europe, elle est très bien. Personne ne l'a lu, c'est un long document incompréhensible, personne ne l'a lu, allez, ça va passer. Non, il y a 2-3 personnes en France, comme Raoul Génard, comme Chouard, et des gens comme ça, qui disent, mais moi j'ai lu cette constitution, et dans cette constitution, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est contre les gens. C'est juste pour les très riches, c'est contre les gens. Ils commencent à faire passer sur Internet des messages, on les invite, ils font des conférences, il y a tout un mouvement qui se crée,
Et au final, la Constitution, elle a été rejetée. Non. Elle a été rejetée. Après, évidemment, ils se sont arrangés pour la faire passer en vote. Je sais, on ne gagne pas tout de suite. Mais ça veut dire qu'on peut gagner. Et avec ça, vous savez, même en se faisant, en la ramassant dans le dos la Constitution, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire confiance à ça. Et c'est quand même une victoire morale très très importante. Et il y en a d'autres que je pourrais indiquer. Donc ça c'est mon message, et je voudrais qu'avec ceux jeunes et moins jeunes, mais on a besoin de tout le monde, je voudrais que après le débat, et si vous pouvez encore rester quelques minutes, on puisse voir avec chacun de vous qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette bataille. Et ne dites pas c'est trop grand, c'est trop compliqué, je ne sais pas écrire. On a besoin de gens pour écrire, pour lire, pour faire des comptes rendus, pour faire des recherches sur certaines choses, pour contacter des gens, juste pour discuter autour de soi, dans la famille, etc., ou avec des amis, ou pour discuter sur Internet. Donc il y a énormément de manières de travailler à la guerre de l'information, et on a parlé des livres que nous avons faits. Ce sont des livres qui servent à approfondir les sujets dont je viens de parler là brièvement ou bien hier. Donc il y a les 7 péchés de Hugo Chavez, il y a Israël, parlons-en. Il y a la stratégie du chaos, impérialisme et islam, qui analyse le rôle de la vieille Europe et des nouveaux États-Unis dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb, mais aussi dans les pays musulmans comme stratégie comme Somalie, Soudan, Afghanistan, Pakistan. C'est un livre qui analyse aussi la guerre des États-Unis contre la Chine, où on essaie de priver la Chine de ses alliés et des voies de communication. Il y a un prochain livre sur la Syrie qui est en préparation. On a aussi Chasseurs de matières premières, avec comment les multinationales volent les matières premières de l'Afrique et du Maroc aussi, avec le phosphate dans la question du Sahara, et comment les peuples peuvent essayer de résister à ce pillage des matières. Donc voilà, ça c'est des livres qui servent, qui sont écrits dans la langue la plus simple possible pour que tout le monde, même qui n'a pas fait des études, puisse les lire. Et c'est très très important parce que, au-delà des articles, au-delà des vidéos sur YouTube, c'est bien, c'est un bon début, mais il faut aller plus loin, il faut se former pour être capable ensuite d'informer les gens et pour comprendre le fond des problèmes. Et là, j'en ai discuté avec des amis algériens ici de Raina, on va essayer de mettre sur pied que ces livres, qui évidemment sont chers à des prix européens, puissent être imprimés ici aussi, traduits en arabe pour les jeunes et pour d'autres pays, vendus à des prix locaux, et qu'on puisse avoir des instruments que vous pourrez alors passer autour de vous pour diffuser tout ça. Ce qui veut dire qu'on a besoin de traducteurs pour des articles ou pour des bouquins, qu'on a besoin de gens pour nous aider à la diffusion, pour les faire connaître, qu'on a besoin de contact avec des librairies, avec des associations. L'idée, je crois, on a parlé d'un reflux révolutionnaire. C'est vrai qu'il y a eu un reflux révolutionnaire, mais je pense que on est maintenant dans une phase... Bon, les révolutions, ça a toujours été comme ça, on ne peut rien, il y a des cycles, parfois ça va bien, parfois ça va moins bien. Et je crois que ça a été horrible dans les années, en Europe en tout cas, dans les années 80 et 90. Et avec Chavez, qui est élu en 98, les choses ont commencé à changer. Et moi qui fais ce travail depuis 20 ans, je vous garantis que les choses sont différentes maintenant et de plus en plus. Il y a en Europe énormément de gens qui viennent dans des conférences. Vous avez, selon la taille de la ville, 100, 200, 300. Et pendant la guerre de Gaza, il y a eu des auditoires avec 800 ou 1000 personnes pour des conférences, etc. Donc, il y a vraiment une très grande curiosité. Il y a une grande révolte. Les gens en Europe vivent de plus en plus mal, il faut le savoir. Ils se rendent compte que les riches sont de plus en plus riches, on leur donne des primes, des bonus, des salaires incroyables, le nombre des milliardaires ne cesse d'augmenter. Donc les gens se rendent compte qu'on les roule et on les manipule. Ce qui manque, c'est vrai, c'est des organisations, sauf certains pays, mais souvent il manque des organisations. Mais bon, c'est à nous à les créer, quoi. Dans les périodes précédentes de l'histoire, les organisations ne sont pas tombées du ciel. Les gens qui ont commencé, ils étaient 5 ou 10. Ils étaient aussi au début en se disant est-ce que ça va marcher, mais bon, ils ont réussi. On a eu des révolutions dans l'histoire qui ont réussi, qui ont changé formidablement la situation des gens, et donc il y a des leçons à tirer. Et après, ce sera surtout à nous à définir comment on peut, dans la nouvelle situation, arriver à changer les rapports de force. Moi, je crois qu'avec ce qui se passe en Amérique latine, il faut voir la popularité de Chavez au Moyen-Orient,
dans les pays africains aussi. Quand j'ai fait ce bouquin-là, Les 7 péchés d'Hugo Chavez, les gens, il y a plein d'Africains qui sont venus et qui m'ont dit il nous faut un Chavez au Congo, au Mali, au Sénégal, partout. Bon, j'ai dit désolé, vous ne pouvez pas l'exporter, donc le Chavez, vous allez devoir fabriquer le vôtre vous-même. Mais voilà, et c'est clair que maintenant, il y a en Afrique noire déjà toute une aspiration, toute une révolte, la volonté de changer les choses. Et je pense, moi je ne suis pas du tout pessimiste. Je ne vais pas vous dire c'est sûr qu'on va gagner, mais je pense qu'on est dans une période beaucoup plus favorable pour toucher les gens, pour leur faire comprendre des choses et pour que la révolte se transforme en un mouvement organisé pour le changement, pour apporter donc la justice, la fin de toutes ces guerres qui sont provoquées pour nous diviser et pour voler les richesses, et pour provoquer une transformation mondiale, échapper à l'empire, etc. Et donc là, je crois que, pourquoi j'ai voulu souligner ce point de l'information, c'est qu'à mon avis, l'info c'est la mère des batailles, comme dirait l'autre, c'est la clé. Vous ne pouvez pas mener un combat si vous n'êtes pas vous-même informé, si vous n'informez pas les autres, si vous ne gagnez pas la bataille de l'information en premier. Et ça, nous pouvons la gagner. Et donc, comme je l'ai dit hier, comme je le dis à chaque fois, si on veut changer le monde et que nos enfants vivent dans un monde meilleur, la première chose à appliquer, c'est de s'engager dans cette bataille de l'information et donc de dire, comme je dis chaque fois, nous sommes tous des journalistes. Je vous remercie. Alors, il y a oui, un petit commentaire là, ouais, Kader. Oui, d'accord. Et on prendra des questions, deuxième tour de questions. La question qui... S'il vous plaît. S'il vous plaît. La question qu'on peut se poser, c'est l'expérience du Venezuela et de Chavez, etc. Comment elle peut servir pour l'analyse dans l'Algérie? Donc ça, c'est un point relativement important. Alors, la première difficulté pour faire le lien entre ce qui s'est passé au Venezuela, par exemple, ce qui peut se passer en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, c'est qu'on se trouve malheureusement sur des problématiques totalement différentes. Ça veut dire que au Venezuela, c'est une gauche qui est arrivée au pouvoir et qui devait donc gérer, entre guillemets, ce pouvoir. Gérer ce pouvoir. Ce qui n'est pas du tout le même problème, par exemple, sur le Maroc, ou l'Algérie, ou la Tunisie, en étant du Maghreb, où c'est une gauche qui n'est pas encore arrivée au pouvoir. Donc la problématique est totalement différente. Et cette problématique, il y a eu un aspect sur lequel un conseiller de Allende a dit, il a travaillé, il était jeune à l'époque du temps de Allende, mais actuellement il est au Brésil. Il travaille aussi toujours dans les circuits du Brésil. Il avait dit que la conquête du pouvoir au Chili a nécessité des alliances relativement dures pour arriver au pouvoir. Tandis qu'une fois arrivé au pouvoir, le champ des alliances devait être modifié. Et que lui considère, c'est son point de vue, il était à l'époque dans l'équipe de Allende, il considérait que le type d'alliance n'a pas changé avant et après le pouvoir. Et que ça a été un facteur extrêmement important qui a fait qu'il y a eu un rétrécissement de toutes les forces qui à un moment ont soutenu et qui sont diminuées. Donc, lorsqu'on prend l'expérience de Chavez, l'expérience du Venezuela, donc on se dit, nous, bon, en Algérie, alors, il peut y avoir un seul point sur lequel on peut dire quel a été le modèle qui a été développé, par exemple, au Venezuela. Le modèle qui a été développé au Venezuela, c'est ce qui a été développé en Algérie à un moment où on a nationalisé le pétrole, on l'a pris et on l'a mis plus ou moins à la disposition de la population par une série de mécanismes agraires, ou la économique, ou la universitaire, ou la santé, etc. Donc ce mécanisme, il a existé en Algérie, de prendre et de répartir sur la population. Par contre, il y a un autre mécanisme, lorsqu'on voit ce qui se passe en Amérique latine, il y a actuellement un gros travail qui est fait en Amérique latine pour constituer un marché commun, comme le marché commun européen, ce qu'ils appellent le Mercosur.
Mais une des difficultés du Mercosur, c'est que les initiateurs du Mercosur sont les Argentins, mais pas la gauche d'Argentine. C'est la bourgeoisie argentine qui a été complètement laminée par les mesures qui ont été prises par le FMI et la Banque mondiale. C'est elle qui a initié le mouvement de création d'un marché contre les États-Unis, la bourgeoisie argentine. Et qu'est-ce qu'elle a fait dans un premier temps? Elle s'est alliée aux deux petites bourgeoisies qu'il y avait autour d'elle, la bourgeoisie de l'Uruguay et la bourgeoisie du Paraguay. Ce qui fait qu'initialement, ça a été un peu comme en Europe, le Benelux, Belgique, Néerlande, Luxembourg. Là-bas aussi, il y a eu trois pays qui ont initié, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. La question, s'il vous plaît. Ce qui fait que... C'est un débat. Non, c'est bien. C'est intéressant. C'est un débat. Ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse. Pardon. Ce qui fait que le paradoxe, c'est que l'initiateur de la création du marché commun, c'est la bourgeoisie d'Amérique latine. Ce qui fait que même la Bolivie, le Venezuela, le Brésil sont arrivés bien après. Alors, ce sont effectivement deux questions intéressantes. Je vais réagir tout de suite. Vous voulez réagir tout de suite? On laisse. Maintenant, je voudrais réagir là-dessus et puis je prends votre question. C'est très intéressant ce qu'a dit Kader. Il a dit, premièrement, comment l'expérience du Venezuela peut servir à l'analyse de l'Algérie. Ma proposition, c'est que si on parvient à diffuser ce livre en Algérie en version française et arabe, on organise après quelques mois de diffusion un atelier, une genre de réunion pour discuter avec un maximum de gens, et pas seulement des experts, mais des gens du quartier populaire. Voilà, qu'est-ce que ça nous inspire, quelles sont les différences, quels sont les points qu'on peut prendre, et comment on utilise ça en Algérie. Ça, je serais vraiment très heureux si vous pouvez me mettre ça sur pied. Tu as dit, c'est différent chez nous parce qu'au Maroc et en Tunisie, on n'a pas la gauche au pouvoir. Oui, mais Chavez non plus, avant d'arriver au pouvoir, il n'était pas au pouvoir. Et il y est arrivé, et ce qui est intéressant, c'est que justement, il a proposé un programme. Maintenant, son programme était assez limité au début. Il a dit la nationalisation des hydrocarbures, ils ont dit aussi, et il a dit qu'il allait faire une nouvelle constitution. Ça, c'était son premier point. Première constitution, tout le monde discute, et on fait une constitution dans laquelle il est écrit les hydrocarbures sont la propriété inaliénable du peuple algérien, vénézuélien, voilà. Oui, ça aussi. Et une série de mesures de base pour la démocratie. Et après, les choses sont venues en marchant. C'est comme ça. Il n'avait pas un programme très clair, je l'ai dit, c'est parfois un peu confus dans sa tête, mais c'est quand même venu en marchant, et ça s'est clarifié. Donc, moi, je crois que sur ce plan-là, oui, il y a toujours des différences, mais en gros, je ne trouve pas qu'elle est énorme. Tu as soulevé le problème du Chili, où là, c'est différent, c'est pas un bonhomme qui est arrivé au pouvoir, c'est une alliance de partis. Et bon, chaque situation de chaque pays est différente, et tu ne choisis pas comment tu prends le pouvoir. Ça arrive comme c'est possible. Ce qui est vrai, et ce qui est le problème qu'il y a eu au Chili, c'est qu'il y a eu une division sur certains points, notamment sur la fameuse question, bon, il faut se rappeler que le rapport de force, il était différent à l'époque. Il y avait plein de dictatures militaires partout, où il y en a eu les États-Unis contrôlaient beaucoup plus le continent. Ils ont saboté avec une puissance incroyable le gouvernement de l'unité populaire, le gouvernement de la gauche, et il y avait une division entre les socialistes, les communistes et les courants plus à gauche, et notamment sur une question qui s'est avérée fondamentale. Est-ce qu'on doit armer la population, ce qui se faisait déjà un peu? Est-ce qu'on doit, mais que ce n'était pas une politique officielle, est-ce qu'on doit briser le cœur de l'armée et les dirigeants de l'armée? Allende faisait très confiance à Pinochet, et Allende disait je suis sûr que l'armée va respecter la Constitution, j'ai confiance, et il ne faut pas augmenter la tension. L'histoire a prouvé, et son sacrifice courageux et héroïque a prouvé où était la vérité sur cette question.
Donc c'est clair que quand on fait une révolution ou quand on est dans une période comme ça de changement, il y a intérêt à avoir le maximum d'unités sur un programme clair et un programme conséquent qui ne fait pas une erreur sur une question aussi importante que celle-là. Unité d'alliance. Il faut une alliance. Alors, je pense qu'il faut une alliance, et je vais venir dans 2 minutes, mais en tout cas, je pense qu'il faut le meilleur programme possible et une vue claire sur ce problème. Et évidemment, quand Chavez est arrivé au pouvoir, après quelques années, il y a plein de gens de Latino qui disaient aïe aïe aïe, on va ramasser la même chose qu'au Chili, ils avaient très peur. Et Chavez disait somos una revolución pacífica pero armada. Nous sommes une révolution pacifique mais armée. Ça veut dire nous ne voulons pas employer la violence, mais si on emploie la violence, on nous trouvera. C'est-à-dire, on est prêt. Et effectivement, j'ai vu ça. Après le coup d'État, et comme ils sont dit les États-Unis vont peut-être débarquer, ils ont créé des milices populaires et le samedi matin, tout le monde qui le voulait allait s'entraîner avec des militaires qui apprenaient aux citoyens à